quelques secondes. Voilà, c'est bon. Et donc, encore une fois, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore une fois. Et voilà, je pense que j'ai tout dit et je passe directement la parole à Salem qui va encore une fois présenter aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Katharina. Bonjour à tous de ma part, bien rebonjour pour la deuxième journée. Voilà, donc j'espère aussi que hier, c'était pas très difficile. Je sais que la partie financière, c'est souvent beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on va parler technique plutôt. D'abord, je vais partager un petit peu l'écran. Une minute. Voilà, normalement, vous devez pouvoir voir mon écran maintenant. Oui, très bien. Merci. Très bien. Donc, la séance, elle s'intitule Installation, exploitation et maintenance de haute qualité. Donc, on parle vraiment de la qualité. Ça veut dire, je vais essayer de voir avec vous, bien sûr que le processus d'installation, de commissioning, donc de réception ou de mise en service, il y a beaucoup de complexité. On ne va pas couvrir tous les détails, mais on va parler surtout des éléments clés, des éléments essentiels par rapport à la qualité. Et aussi, on va parler de l'exploitation et de la maintenance, donc OEM, aussi en lien avec la qualité. Donc, ce sont ces trois éléments que nous allons couvrir durant les 90 minutes que nous avons. Pourquoi la qualité? Parce que on va tout d'abord, avant que je parle de ça, rappelez-vous, vous pouvez m'interrompre, vous pouvez écrire vos questions sur le chat ou bien activer votre microphone au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la fin, bien que vous pouvez bien sûr poser des questions vers la fin. Donc, voilà. Maintenant, pourquoi la qualité? Donc, on a discuté hier, si vous vous rappelez, on a parlé de la rentabilité d'un projet. On a dit que généralement, nous avons tout l'investissement dans l'année zéro et nous avons tous les revenus, que ce soit des revenus directs, par exemple en vendant avec un PPA ou bien en faisant un leasing, ou bien si c'est par exemple un modèle EPC, ce sont les économies. Donc, tous ces revenus-là, il se passe dans l'année 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à l'année 20, 25. Une durée de vie de 25 ans, c'est un petit peu le standard en général. On va dire entre 20 et 30 ans, c'est ce qui se passe. Et on souhaite que le projet photovoltaïque, que le système ou la centrale photovoltaïque voilà, dure les 25 ans. Au moins 20 ans, disons. Pour que ce soit possible, il faut que la qualité soit là. Donc, pour pouvoir vraiment atteindre ça, il faut avoir de la qualité. D'abord, la qualité des équipements. On ne va pas parler dans cette séance de cela, mais ça, c'est, comment dire, c'est quelque chose qui est normal. Donc, bien sûr que les équipements de qualité vont durer. Les équipements qui sont de mauvaise ou bien de basse qualité, ils ne vont pas durer. Mais même si vous achetez les meilleurs modules, même si vous achetez le meilleur onduleur sur le marché, il est toujours possible que le système lui-même, que l'installation photovoltaïque ne soit pas de bonne qualité. Donc l'installation, le processus d'installation lui-même, ensuite la mise en service et la réception sont déterminants pour avoir un système qui a déjà les bases nécessaires pour pouvoir durer 20, 25 ans, 30 ans. Et en plus de cela, pour assurer après que cette base-là devienne réalité, il faut faire de l'OEM, donc de l'exploitation et de la maintenance de qualité. On va essayer de couvrir tous ces éléments-là et je vais vous dire à peu près, selon mon expérience, quels sont les points les plus importants. On va commencer donc avec l'installation de qualité. Très bien, donc l'installation de qualité, en fait, avant tout, avant d'aller sur le site, avant de commencer vraiment à installer et à mettre les modules et à faire le câblage, avant tout cela, c'est surtout des compétences de chantier. C'est un site de construction. Donc, pour installer un système photovoltaïque, on parle surtout, c'est un chantier, voilà. C'est un site et on doit gérer la construction de cette centrale, de ce système photovoltaïque. Plus le système est grand, plus ces complexités deviennent plus importantes, bien sûr. Donc, tout d'abord, il y a des questions sur, voilà,
préparer, donc la programmation, faire un programme des tâches, quelles sont les tâches qu'on veut faire, quels sont donc quels sont, comment dire, les délais, par exemple. Généralement, si c'est un système plus ou moins petit, c'est vrai que nous avons peut-être 3-4 personnes sur le site, mais si on a par exemple une installation de 400 kilowatts crête, par exemple, ou même de 200 à mon avis, on a déjà plusieurs personnes. Plus c'est grand, plus on a plus de gens qui sont sur le site et on souhaite bien sûr tout planifier, avoir un planning, définir donc comment dire, quand est-ce que les équipes vont aller sur place et ainsi de suite. Il y a aussi surtout les gestions des risques. Donc nous souhaitons aussi tout d'abord identifier les risques. Bien sûr, il faut pouvoir voir quels sont les risques. Ensuite, avoir des plans d'action pour minimiser les risques, pour réduire les risques, pour enlever les risques, pour résoudre ces risques-là. Je vous donne juste un petit exemple de mon expérience pratique, encore une fois. Par exemple, ce que la gestion du risque veut dire, ben, si par exemple, vous ne gérez pas le risque de la structure, de la toiture, pour dire par exemple, je dois faire une planification pour dire aux personnes qui vont livrer la structure de montage et les modules, où est-ce qu'ils vont les poser sur la toiture. Ben, vous risquez d'avoir des personnes qui vont arriver, qui vont vous livrer tout ça, et ils vont mettre tout ça sur le même endroit de la toiture. Et bien sûr que le poids cumulé de tous les modules, de la structure et tout cela sur le même endroit de la toiture, il risque donc, voilà, d'endommager la toiture. Voilà, elle va tomber. Et c'est déjà arrivé. J'étais sur un site comme ça. Donc, si vous planifiez la gestion des risques, vous allez dire, ben, nous allons déterminer par exemple 5 endroits sur la toiture où nous allons dire exactement où est-ce qu'on va poser les modules, les structures, de telle façon que le poids ne se cumule pas sur le même endroit, mais sera partagé sur 5 endroits. Ça, c'est déjà un point important parce que si, par exemple, la toiture est endommagée, vous aurez des problèmes dans le futur. Si vous endommagez la toiture, ça veut dire qu'avec le temps, la structure de montage va peut-être se déplacer, s'affaisser. Donc, l'inclinaison de vos modules ne sera pas fixe sur les 20 ans. Vous aurez des problèmes, par exemple, en termes donc, de performance de votre centrale et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tous ces trucs-là, ça va jouer un rôle sur la qualité. La gestion financière, vous avez un budget, vous avez déjà pris un crédit bancaire, vous ne voulez surtout pas aller vers la banque pour lui dire « Ah, j'ai besoin de encore, par exemple, 10 000 ». Voilà. Donc, il faudrait surtout s'assurer que le budget soit bien dépensé et s'assurer que, bien sûr, que donc, les travaux sont à temps, que les travaux, par exemple, ne sont pas faits de telle façon que, par exemple, il y aura des risques sur le site, par exemple, des risques d'inflammation de certains équipements, peut-être un incendie, et donc là, vous devrez remplacer les équipements, donc plus d'argent, plus de ressources financières seront nécessaires. La qualité, ça c'est clair. On va voir dans les prochains slides comment est-ce qu'on gère la qualité, quels sont les éléments qui jouent sur la qualité, des travaux aussi, et bien sûr la sécurité. Vous ne souhaitez pas, par exemple, vous faire voler. Si vous livrez les modules, vous les posez et vous dites bon, je vais les installer demain et il n'y a pas de sécurité, ben, vous revenez le lendemain et les modules ne sont plus là. Vous devez racheter, ou bien en tous les cas, vous devez parler avec l'assurance et ainsi de suite. Donc, c'est toujours des éléments importants. Et comme vous voyez, en fait, ces 5 éléments-là, ils ont un impact l'un sur l'autre, hein. Par exemple, si je gère mal la partie financière, je risque de ne plus avoir d'argent et dans ce cas-là, je serais tenté, par exemple, de jouer sur la qualité, d'acheter par exemple, des équipements ou bien de forcer les gens à travailler trop vite et donc à avoir un travail de mauvaise qualité ou bien des équipements de mauvaise qualité. Juste comme exemple, si on ne gère pas des risques, par exemple, comme il faut, on risque d'avoir des besoins financiers supplémentaires. Donc, en fait, il y a tout un lien. Donc, tout ce qu'on fait aura un impact sur les autres aspects. Donc, avant tout, c'est ça. C'est un chantier de construction. Il faut pouvoir le gérer. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant, par exemple, pour une entreprise, pour une usine, pour un client?
commercial ou industriel. Ça veut dire qu'il faut qu'il vérifie est-ce que, par exemple, l'entreprise EPC, donc qui va installer le système solaire, a des références, est capable de pouvoir gérer un tel site de construction. Surtout si c'est une usine, par exemple. Encore une fois, on risque d'endommager aussi le bâtiment lui-même, la toiture. Peut-être qu'on risque d'endommager les équipements de l'usine. Là, si vous faites partie d'une entreprise EPC vous-même, vous devez aussi être sûr que vous avez les ressources humaines nécessaires pour gérer ce type de site de construction. Vous allez voir tout à l'heure, il y a aussi des garanties qui doivent être offertes. Et donc, il y a aussi des pénalités financières et des risques financiers pour les entreprises EPC si tout cela n'est pas pris en compte lors du travail. Très bien. Donc oui, je confirme ce que Katharina a écrit. N'hésitez pas à poser vos questions. Très bien. Donc maintenant, avant d'aller sur le site, comment s'assurer qu'il y ait une certaine qualité? En général, moi, personnellement, je travaille souvent comme ce qu'on appelle owner's engineer. Ça veut dire, par exemple, une usine ou bien un hôtel. Généralement, ils m'engagent pour travailler à peu près comme leur architecte entre deux guillemets. Ça veut dire, je gère leurs intérêts vis-à-vis, par exemple, des entreprises EPC, des entreprises installatrices, des fournisseurs. Donc, je vérifie, par exemple, que le travail qui est fait est de bonne qualité. Donc, par exemple, ce que je demande avant même que l'entreprise EPC soit sur le site pour commencer à installer, bien sûr, c'est la liste des équipements pour être sûr que ce sont des équipements de qualité selon ce qui a été donc écrit dans le contrat EPC. Et après, généralement, la deuxième étape, je demande d'avoir ce qu'on appelle donc la documentation de câblage, par exemple. En général, on me donne quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un petit peu, c'est les plans de câblage. Ça veut dire qu'on montre à peu près combien par exemple, de string photovoltaïques vous allez avoir sur les toitures. On montre un petit peu où est-ce qu'ils vont aller. Donc, on montre les installations électriques, par exemple, à l'intérieur du bâtiment, et je vois tout ce qui va être utilisé comme onduleur, comme accessoire, par exemple, de sécurité. Donc, je vérifie tout ça et je valide ça. Ça, c'est pas suffisant. Après, en général, je vais aussi demander, par exemple, donc, ce qu'on appelle donc voilà, donc les wiring diagrams. Donc là, ça va être des plans détaillés, donc des câbles. On va voir exactement en détail quels sont les câbles, la taille des câbles qui vont être utilisés, le type de câble qui va être utilisé, par exemple, les longueurs, comment est-ce qu'ils vont raccorder les modules entre eux, les éléments sur la mise à la terre, par exemple. Je vérifie tout ça et je dois valider tout cela. Et ça va aller même en détail. Par exemple, je veux savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce boîtier de combinaison, par exemple. Donc, je vais aussi avoir tous les détails de câblage sur ça pour voir comment est-ce qu'ils vont combiner les strings, par exemple, avec quel câble, avec quel fusible, pour m'assurer encore une fois que tout est fait dans les normes. Pour l'entreprise EPC, c'est aussi important parce que quand on envoie l'équipe qui va faire les installations, on devra les envoyer avec tous ces plans-là. Parce que quand ils ont ces plans-là, ils vont tout simplement, comment dire, les lire et les mettre en pratique. Ça veut dire qu'ils vont faire exactement ce que les plans disent. Si on envoie des gens sur le site sans plan, ils vont juste faire ce que leur tête leur dit de faire. Et après, on n'aura pas les plans, on ne saura pas qui a fait quoi. Et si par exemple, la personne qui a fait le câblage pendant les 3 premiers jours est malade, n'est plus là, la personne qui va la remplacer ne pourra pas vraiment suivre ou bien prendre le travail exactement où ça s'est arrêté. Doit tout d'abord comprendre ce qui a été fait jusque là avant de faire ça. Alors qu'avec ces plans-là, n'importe quelle personne peut faire ce travail, n'importe quelle personne peut le continuer exactement là où il s'est arrêté. Pour moi, par exemple, si je dois vérifier ça et, disons, comme j'ai dit, comme owner's engineer, je dois savoir que vraiment cette entreprise EPC a fait ces plans-là, que les plans existent pour m'assurer, parce que c'est là encore une fois que la qualité
va commencer, et surtout pour les valider, pour vérifier. Par exemple, je vais leur dire, non, non, vous avez fait une faute. Normalement, il faut utiliser par exemple des câbles de 6 mm carrés au lieu de 4. Juste par exemple. Donc, ça veut dire que ça rentre déjà dans la qualité. On voit très bien qu'avant même qu'on mette les pieds sur le site, avant même qu'on installe le premier module, on a déjà fait un travail en amont au bureau pour, en tous les cas, nous assurer que la qualité de notre installation soit conforme, par exemple, au contrat EPC. Je ne vois pas de questions pour le moment. Non, il n'y en a pas. Donc, on continue. Voilà. Donc, comme vous voyez, il faut d'abord faire un travail en amont pour nous assurer de la qualité. Maintenant, quand on va être sur le site, en général, on commence par l'installation mécanique. La partie la plus importante pour l'installation mécanique sur un site comme, par exemple, sur une toiture, puisque les projets CI, c'est souvent sur les toitures, en général, c'est le système de montage. Donc, c'est le système de montage avec les modules photovoltaïques. Si nous avons une toiture plate, voilà. Donc, dans un toit plat, en général, nous avons comment dire, un avantage important. Nous pouvons souvent installer, par exemple, des systèmes, comme on dit, ballastés ou bien lestés. Ça, ce sont des systèmes, en fait, qui utilisent le poids pour tenir la structure avec les modules sur le toit. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'utiliser des vis, de percer, donc de mettre quoi que ce soit sur la toiture. On va juste poser notre système sur la toiture et il y a des poids, par exemple ici, vous aurez des poids, que ce soit en briques, que ce soit avec de l'eau des fois, par exemple, avec n'importe quel matériel qui a un certain poids, en plus du poids de la structure elle-même, plus le poids des modules photovoltaïques, ça va se tenir. Voilà. Surtout, par exemple, si on est sur des systèmes, par exemple, avec une inclinaison des modules, disons, jusqu'à 25 degrés, ça va tenir facilement, même s'il y a du vent. Bien sûr, il faut faire une analyse donc, du vent pour voir combien de vent est-ce qu'on peut avoir sur le site et bien sûr planifier donc, le poids nécessaire selon ça. Il y a il y a un système photovoltaïque sur la toiture de l'Arenac, par exemple, à Berlin, qui se trouve dans un immeuble de 6 étages. Et c'est fait comme ça, voilà. Donc, c'est un système ballasté avec donc, voilà, avec donc un poids qui va se poser directement sur la toiture qui est plate. Donc, c'est très bien. Comment dire, l'avantage le plus important ici, c'est que nous n'avons pas de pénétration sur la toiture. Donc, nous ne devons rien faire sur la toiture, nous n'allons pas l'endommager, nous n'allons pas utiliser, par exemple, des vis pour la toiture. Mais peut-être que le plus grand inconvénient ici, c'est qu'il faut faire une analyse assez avancée, assez poussée pour la charge du vent, pour nous assurer que le système ne va pas être levé, voilà, ou bien rejeté par le vent. Donc, il faut faire cette analyse-là, et ça peut coûter de l'argent parce qu'il faut payer peut-être un expert qui va nous faire cette analyse-là. Bien sûr, nous pouvons aussi faire une pénétration sur le toit. Ça, c'est une possibilité. Ça va tenir peut-être avec des vis. Mais dans ce cas-ci, voilà, le plus grand problème que nous avons, c'est ça exactement, c'est la pénétration du toit. Et c'est souvent le cas si nous avons une toiture, par exemple, qui n'est pas plate. Souvent, on est obligé de faire ça. Mais dans ce cas-ci, il faudrait bien réfléchir à l'incrustation de l'eau dans cette partie-là. Donc, il faut faire un travail d'étanchéité pour éviter que l'eau voilà, pénètre dans le toit aussi. Et surtout, il y aura toujours un problème en termes de travaux supplémentaires. Par exemple, dans 20 ans, lorsqu'on va démanteler le système, généralement le contrat d'accès au toit ou bien de location du toit, il nous exige en général de rendre la toiture dans le même état que nous l'avons reçu. Et dans ce cas-ci, il va falloir prévoir un petit peu d'argent pour remettre la toiture donc, dans le même état avant de l'avoir pénétrée. Donc ça, c'est un petit peu les deux modèles qui existent les plus souvent. Si nous avons une structure, une toiture qui a par exemple ce type
ce type de truc ici, on peut utiliser par exemple sans pénétration avec des clamps ou bien avec des éléments pincés. Mais ça, c'est seulement faisable si nous avons ce type de toiture-là pour pouvoir tenir les modules photovoltaïques. Donc, comme vous voyez, on va les tenir directement ici. Mais si on n'a pas ce type de toiture, on ne pourra pas faire ça. Donc, il va falloir qu'on utilise ce système-là avec des vis et faire le travail d'étanchéité et prévoir la remise à l'état de la toiture après le démantèlement du système photovoltaïque. Vous avez couvert normalement aussi dans le premier jour ou dans le deuxième jour, j'ai oublié le agri-photovoltaïque. Donc, comme vous le savez, beaucoup de clients sont peut-être dans ce domaine-là. Et donc, il est possible, bien sûr, d'essayer de prévoir des systèmes de montage qui sont convenables pour le agri-photovoltaïque. Comme vous voyez sur cette photo-là, je ne vais pas refaire ça puisque vous l'avez déjà fait. La même idée peut aussi être faite, par exemple, pour les parkings. J'ai déjà fait, par exemple, des projets où, par exemple, au lieu d'utiliser la toiture, au lieu de faire ça, on a utilisé, par exemple, les parkings parce que c'était plus convenable pour ce site-là. Voilà. Donc, il faut aussi prévoir des fois peut-être l'option de ne pas utiliser la toiture si c'est pas, par exemple, si c'est très, très difficile ou bien si c'est pas la meilleure option. Voilà. Il faut juste se rappeler qu'un système de montage pour toiture est généralement moins cher, par exemple, que ce que vous voyez ici, pour un parking ou bien pour la grille photovoltaïque. Est-ce que vous avez des questions sur les structures de montage? Il n'y a pas de questions pour l'instant, donc je pense qu'on peut continuer. Ok, on continue alors. Donc, un point important pour les systèmes sur toiture, c'est l'espace entre la toiture et les modules photovoltaïques. Donc, il faut bien s'assurer d'abord de laisser de l'espace pour que les gens puissent marcher. Par exemple, on doit faire encore une fois du OEM, donc de l'exploitation et de la maintenance. J'ai vu dans plusieurs pays des gens qui font ça en marchant sur les modules eux-mêmes, parce qu'on a couvert toutes les surfaces et on n'a pas laissé d'espace. Ça, c'est pas quelque chose à faire, donc il faut bien s'assurer qu'on laisse de l'espace pour que les gens marchent, en tous les cas, sans devoir marcher directement sur les modules photovoltaïques. Et aussi laisser un certain espace entre la toiture elle-même et le système ou bien les modules photovoltaïques. La raison pourquoi est-ce qu'on laisse cet espace-là, c'est pour éviter le surchauffement des modules. Si on les colle trop près ou bien on les colle directement sur la toiture, on va avoir, les cellules vont être plus chaudes. Et donc, il y aura tout d'abord un élément sur la performance. Plus chaud, ça veut dire moins de tension. Moins de tension, ça veut dire moins de puissance. Et donc, on va avoir une performance moindre. En même temps, il y a un risque d'inflammation, donc il y a un risque de feu, tout simplement. Parce que la chaleur, avec le temps, si c'est une journée vraiment très chaude, ça peut aussi arriver au point où on pourra avoir un risque d'inflammation. Il ne faut pas aussi laisser beaucoup d'espace, parce que sinon on a le problème, par exemple, que des animaux puissent rentrer dedans, et qui peut causer aussi d'autres problèmes, si on peut dire. Donc il faut laisser un petit peu d'espace, suffisamment pour une aération, pour un flux d'air, parce que quand il y a de l'air qui circule, les cellules vont se refroidir donc avec la circulation d'air. Donc ça, c'est un point aussi qu'il faut prendre en considération pour les systèmes dans les toitures. Bien sûr, si c'est une toiture plate, en général, on n'a pas ce problème-là parce que dans une toiture plate, on va utiliser ce type d'installation qui vont avoir donc de l'espace derrière. Il faut donc juste laisser un petit peu d'espace dans la partie basse du module photovoltaïque. Je vois Salim, une il y a une question, je question. pense. Oui, Mhm. il y a une question. Très bien. Est-ce Euh, qu'il existe quelques méthodes de gestion spécifiques pour l'installation au bord de la mer? Et il y a un deuxième point, rule of thumb, pour distance entre panneau et toiture. Donc, une règle de base pour cette distance-là, on va dire entre 10 et 20 cm. Voilà. C'est selon vraiment l'aération. Par exemple, si nous avons une aération assez forte, on peut laisser moins. Si nous n'avons pas beaucoup d'air, c'est une région très chaude, il n'y a pas vraiment beaucoup de vent,
on va laisser plus, voilà. Mais c'est à peu près ça, entre 10 et 20 cm, c'est ce que généralement on utilise. Et surtout, je ne vais pas dire que c'est une règle qui peut être applicable pour le Madagascar nécessairement partout. En tous les cas, dans les projets que j'ai fait moi, c'est un petit peu la règle qu'on suit. Pour la première méthode, est-ce qu'il existe des méthodes de gestion spécifiques pour l'installation au bord de la mer? Je vais demander à Elson si c'est possible d'activer le microphone. Dans quel contexte ou bien quel souci vous voulez parler? Parce que je ne suis pas sûr. Est-ce que vous parlez vous parlez par exemple de la mer, donc ça veut dire de l'air salé dans la mer, c'est ce que vous voulez? C'est à ce que vous voulez répondre ou c'est plutôt sur le terrain, sur le site? Je ne suis pas sûr. Donc Elson, j'entends pas, je ne sais pas si vous parlez. Le micro est ouvert, mais on ne peut pas l'entendre. Ah, maintenant peut-être? Allô? On ne le voit pas non plus. Allô? Malheureusement, on ne peut pas vous entendre. Peut-être vous pouvez l'écrire dans le chat encore une fois, plus spécifiquement. Ah, mais non. Allô, allô? Bah, écrivez dans le chat alors. Je Sinon, vous pouvez peux. écrire dans le chat et je pourrai Ouais. lire. Donc, est-ce que vous parlez de l'aspect de l'environnement salé? Ça veut dire qu'il y a généralement de l'environnement, de l'humidité, salée aussi, avec du sel. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce dont vous parlez ici? Ou bien vous parlez de l'air? Oui. Très bien. Donc, l'air salé, ça veut dire qu'il y a généralement une humidité assez forte et c'est très salé parce que c'est dans l'océan. J'ai fait quelques projets dans les îles du Pacifique, donc pas au Madagascar, mais j'imagine que c'est assez proche. Donc, c'est dans les îles donc de l'océan Pacifique. Ce sont des îles généralement de très petite taille et ils ont de l'air extrêmement salé aussi. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment la couverture. Ici, par exemple, on dit qu'il faut faire une couverture contre le feu sur les éléments. Donc, on va prendre, ça s'appelle ça en anglais un coating. Donc, c'est une couverture, c'est un spray. Et on va le mettre pour que ça ralentisse, par exemple, le feu. Il y a aussi des coatings contre l'air salé, par exemple. Dans les projets que j'ai faits, on avait d'abord acheté des modules photovoltaïques qui étaient spécifiquement pour l'air salé. Il y a même un standard supplémentaire pour ça. Donc, on a demandé ces modules-là et on a acheté donc des modules qui avaient donc cette couverture-là qui pouvait résister contre l'air, contre le sel. Et on n'avait pas trouvé, je me rappelle à l'époque, en tous les cas, on n'avait pas trouvé des structures de montage spécifiquement pour ça. Donc, on a dû utiliser une couverture supplémentaire donc, pour qu'il soit plus capable de résister donc, à l'air salé. Et il faut prévoir dans la maintenance de remettre donc cette couverture-là, donc de remettre le spray, selon bien sûr ce que le fabricant propose dans le manuel. Donc la fréquence proposée dans le manuel chaque quelques années. Je ne me rappelle plus vraiment de la fréquence pour dire la vérité, mais si vous cherchez des modules, vous allez trouver dans leur manuel, ils décrivent donc comment faire la maintenance et la fréquence à laquelle il faudrait remettre donc le coating. Voilà. C'est à peu près l'expérience que j'ai pour les airs salés. Donc, les spécifications techniques, si c'est possible, je vais devoir chercher ça après la formation. Katharina, si c'est possible, tu peux peut-être me rappeler aussi de répondre à la question. Je vais chercher des exemples de modules et vous Bien envoyer sûr, les fiches techniques. Voilà. très bien. Et il y a encore une question, oh, deux même. Oui, quelle couverture, quel type résiste au rouille, c'est la même chose, encore une fois. Donc, j'envoie pour tout le monde, donc j'envoie pour Katharina qui va partager avec vous des fiches techniques sur ça et en plus, peut-être un petit peu de littérature sur ça. Donc, il y a un standard spécifique IEC qui prévoit, encore une fois, des environnements voilà, donc océaniques avec un environnement qui est humide et salé. J'envoie ça, c'est mieux parce que je ne connais pas exactement les noms de donc de ces standards-là et les projets, je les ai faits en 2000.
2013, donc je ne pourrais pas vraiment me rappeler plus de détails que maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment des PV qui résistent aux rouilles? Encore une fois, dans un environnement standard, il y a des modules de qualité, comment dire, standard, bien sûr, que nous avons, donc avec toutes les spécifications. Plus, il y a ceux qui résistent pour des environnements plus salés. Maintenant, est-ce qu'ils résistent aux rouilles? Oui, les modules résistent aux rouilles. Si vous achetez des modules Tier 1, qu'on appelle, par exemple des modules de qualité supérieure, de premier tiers, ils vont résister aux rouilles, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais bien sûr qu'il faut aussi que la structure de montage résiste aux rouilles, donc soit galvanisée par exemple. Et bien sûr qu'il faut aussi, encore une fois, utiliser après des vis qui sont galvanisées. Si vous achetez des modules de haute qualité avec un système de montage galvanisé, et ensuite vous allez utiliser des vis pour visser tout cela, des vis standards qui ne sont pas galvanisé, ben vous pouvez imaginer que ça va se rouiller avec le temps. Et en même temps, il y a encore une fois la couverture, donc le coating, c'est un spray. On va utiliser ce spray-là sur tous ces éléments-là métalliques. Encore une fois, il faut suivre le manuel, la documentation de ce spray-là pour voir est-ce qu'on va devoir le refaire chaque 2 années, chaque 3 années, et ainsi de suite. Mais si on fait ça, ce travail-là, il n'y aura pas de rouille. Je peux vous dire que, encore une fois, la structure de montage et les modules photovoltaïques sur la toiture de l'Arenac, qui ont 12 ans maintenant, et il n'y a pas de rouille, nulle part. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions jusqu'à maintenant. Donc, j'envoie la documentation sur les standards contre l'air salé. Et ensuite, encore une fois, il faudrait acheter des modules Tier 1 de haute qualité qui sont certifiés, qui ont été vérifiés et certifiés par des laboratoires reconnus, par exemple comme TÜV, comme Fraunhofer, par exemple, comme UL, qui est aux États-Unis, des structures de montage avec les vis, avec tout galvanisé et utiliser le coating, donc les spray coating, la couverture, selon, encore une fois, les manuels. Donc, la structure de montage vient avec un manuel et le manuel, il dit comment faire ça. Et suivre ça dans la partie maintenance. Maintenant, si vous avez des modules sans manuel, des structures de montage sans manuel qui décrivent tous ces aspects-là, c'est un indicateur que vous n'avez pas acheté les bons équipements. Partager la liste des laboratoires. Oui, donc je peux aussi partager ça, pas de souci. J'envoie, vous savez quoi? J'envoie un exemple de structure de montage, plus de modules, donc de fiches techniques. Et là, vous allez voir comment est-ce que les fiches techniques, comment est-ce que ces bons équipements ont été vérifiés, quels standards, ils écrivent tous les standards et les laboratoires. Il faut juste se rappeler qu'on peut mentir, qu'il y a aussi des fabricants qui vont mentir, qui vont dire moi j'ai été vérifié par un laboratoire alors que c'est faux. Donc il faut aussi peut-être vérifier qui est le fabricant. Est-ce que c'est un fabricant renommé ou non? Très bien, on continue. Donc vous avez vu jusqu'à maintenant, on a vu la préparation, on a vu tout ce qui est préparation en termes de plan, donc wiring diagrams et ainsi de suite. Donc tout ce qui est plan de câblage. Ensuite, on a vu les structures de montage, le travail mécanique. Et après, en général, il faut réfléchir au travail électrique. Ça aussi, c'est important. Si on fait jusqu'à maintenant tout ce que je viens de décrire dans la qualité, mais qu'on ne fait pas le travail électrique comme il faut, bah, on aura probablement des problèmes dans le temps. Donc, tout d'abord, problème électrique, numéro 1, ou bien plutôt condition, ou bien aspect électrique numéro 1. C'est ce qu'on appelle le réseau équipotentiel, donc le EBS, Equipotential Bonding System. C'est un petit peu en anglais ça. Donc, en général, on va installer un système solaire, on va mettre donc la mise à la terre, on va mettre toutes les protections contre les fuites de courant et ainsi de suite. Très bien, super. Mais on est dans un bâtiment et le bâtiment lui-même, il a aussi son système de mise à la terre et de protection contre les fuites électriques. Est-ce que vous avez déjà été dans un grand bâtiment, par exemple, dans un mall, dans un supermarché, dans un centre commercial plutôt, ou bien hôtel, et vous essayez, par exemple,
appuie par exemple sur, je vais juste prendre comme exemple l'ascenseur. Et quand vous appuyez, quand vous touchez, vous êtes électrocuté. Parce que ce travail-là, donc liquid potential bonding, n'a pas été fait. Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que je dois lier, que je dois intégrer le système de protection du système solaire vers le système de protection du bâtiment. Ça veut dire que j'ai, par exemple, une mise à la terre pour le système solaire, super, et je dois l'intégrer, je dois le lier directement avec la mise à la terre du bâtiment lui-même. Comme ça, j'ai vraiment, je n'ai aucun potentiel entre toutes les parties du bâtiment. Si je ne le fais pas, j'aurai des problèmes, j'aurai toujours des changements de potentiel. Donc, il y aura toujours un petit courant sur les murs, sur les parties métalliques, surtout dans le bâtiment. Et s'il y a une grosse fuite de courant, ça peut causer des dommages importants pour le système solaire ou bien pour les gens aussi. Donc ça, c'est un point premier. Un deuxième point, en général, c'est tout ce qui est protection à l'intérieur du câblage, donc dans les boîtiers, par exemple. Je dois mettre ce qu'on appelle un DDR, un dispositif différentiel résiduel. Donc, en général, là, c'est tout simplement des disjoncteurs, voilà. Mais ce sont des disjoncteurs qui peuvent réagir contre les fuites de courant. Donc, je dois m'assurer de mettre ça. Je dois aussi mettre la mise à la terre. J'ai déjà parlé de ça. La mise à la terre, c'est important. Toutes les parties métalliques, ça veut dire à l'extérieur, par exemple. Si je dois, chaque partie métallique de la structure de montage, chaque cadre métallique de tous les modules, tous ces points-là doivent être liés entre eux. Si par exemple j'ai deux parties de la structure de montage, je dois les lier entre eux et je dois tout mettre à la terre. Voilà, avec des câbles, par exemple, en général, 10 mm² pour la mise à la terre et des câbles de 16 mm² pour lorsque je vais raccorder la terre donc du système photovoltaïque vers celle du bâtiment lui-même. Donc, je dois m'assurer, je dois aussi vérifier, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. On va voir dans quelques instants comment est-ce qu'on peut faire ou bien quel test est-ce qu'on peut faire pour vérifier tout cela. Et enfin, je dois aussi réfléchir à la foudre et aux surtensions. Voilà. Donc, la protection contre la foudre, c'est généralement la protection lorsque la foudre va frapper directement sur le système solaire. Et les surtensions, c'est lorsque une foudre frappe un petit peu plus loin. Voilà. Et en général, même si c'est très loin, enfin pas très loin, mais un petit peu loin, il y a un risque qu'il y ait une surtension qui va revenir à travers le réseau électrique vers le bâtiment. Et donc, je dois protéger contre les deux. Pour protéger contre la foudre, j'ai d'abord une protection externe. La protection externe, c'est le paratonnerre. Donc, je dois mettre des paratonnerres que je dois lier vers la terre. Ça veut dire que je dois faire ça. Comme ça, s'il y a vraiment une foudre qui frappe sur le site même, ça va aller directement vers la terre. Voilà, au lieu d'endommager le bâtiment. En plus de cela, j'ai une protection interne. Les protections internes, c'est pour les deux que j'ai décrits ici, contre la foudre et contre les surtensions. Les protections internes, c'est encore une fois des disjoncteurs que je vais mettre dans les boîtiers. Donc, le parafoudre de type 1, c'est une protection supplémentaire en plus du paratonnerre. Il y a le parafoudre numéro 1, enfin de type 1 plutôt. Ça veut dire que même si le paratonnerre, généralement, va capter tout, va renvoyer tout vers la terre, mais il y a toujours des risques, encore une fois, d'avoir des surtensions quand même qui vont aller vers le système électrique. Et donc, ça veut dire que ce parafoudre type 1, il va pouvoir protéger encore plus. Et le parafoudre de type 2, c'est quelque chose d'autre. Celui-là, il protège encore une fois si par exemple il y a une surtension qui revient à travers le réseau électrique. Par exemple, il y a une foudre qui va frapper à 2 km et le bâtiment ou bien l'endroit où ça a frappé n'a pas de protection et donc cette surtension va aller vers le réseau électrique et ça va revenir vers les bâtiments aux alentours. Et ça va venir vers mon bâtiment. Ça peut endommager le bâtiment, le système photovoltaïque. Donc si j'ai cette protection-là, type 2, elle va pouvoir me protéger mon installation contre ce retour, bien cette remontée de surtension.
Donc, vous voyez, nous avons plusieurs protections. Toutes ces protections-là, elles sont importantes. Si on ne les utilise pas, comment on peut s'assurer que le système va marcher pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans? Donc, il faut les utiliser, on protège. Il est beaucoup moins cher de changer le parafoudre ici, type 2, que de changer tout le système solaire s'il brûle à cause de cela. Donc, il faut aussi se rappeler, tous ces éléments-là, ce sont des éléments de protection. Ça veut dire que la plupart du temps, ils vont laisser le courant normal passer. Et si j'achète des équipements de mauvaise qualité, bah, ils vont marcher, hein. C'est pas qu'ils vont pas marcher, ils vont marcher forcément. Mais lorsque j'ai besoin de protection, c'est là où peut-être qu'ils vont pas marcher, parce que c'est de la mauvaise qualité. Donc il est toujours important d'acheter de la bonne qualité pour ces équipements de protection, parce que j'ai besoin d'eux pour protéger, pas juste pour laisser le courant passer lorsque il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un problème, il faut qu'ils réagissent. Il faut qu'ils arrêtent les surtensions, la foudre, et ainsi de suite. Il faut m'assurer que la mise à la terre fonctionne à tout moment. Donc, je dois m'assurer que j'ai les bons équipements de la bonne qualité, les bonnes dimensions. Et bien sûr, on va encore parler, lors de la maintenance, il faut aussi faire le travail de maintenance sur ces éléments-là, faire des essais électriques pour m'assurer qu'ils marchent tout le temps. Par exemple, j'ai vu des disjoncteurs AC, donc pour le courant AC, qui ont été utilisés dans certains pays pour protéger, par exemple, la partie DC du système solaire, les batteries. Ils vont marcher, mais ils ne font pas leur travail de protection, parce qu'ils ne peuvent pas réagir au courant DC lorsqu'ils sont supposés protéger, par exemple, le système de batterie. Donc, il faut s'assurer que ce soit bien fait. Encore une fois, de la qualité. Je regarde, j'ai des questions, je pense. Oui, il y avait plusieurs questions aussi déjà lors de la séance Acri privé et là encore une fois, donc voilà. Ok, je vais juste faire le point sur les questions, parcourir. Dans la séance Agri-Privé, il y avait une question sur la protection contre la foudre. Ça, Peut-être, c'est moi. Je demandais à la reposer, cette question. ok, à quel niveau on place ces différentes protections? Euh, les, le paratonnerre s'est placé directement avec le système solaire photovoltaïque sur la toiture. Ça veut dire avec le champ photovoltaïque, voilà, avec les modules PV. Et selon la taille du système, on va mettre un paratonnerre, deux paratonnerres, quatre paratonnerres. On doit recouvrir un petit peu l'endroit avec des paratonnerres pour nous assurer que la foudre, elle va être le plus possible captée par un des paratonnerres, ou bien si c'est un petit système avec un paratonnerre, pour aller vers la Terre. Maintenant, les protections de mise à la terre, bon, j'ai parlé de ça. Les protections internes, donc intérieures, comme les disjoncteurs, les DDR, les fusibles, plus les parafoudres, ceux-là, ils sont toujours placés dans les boîtiers de jonction ou les boîtiers de combinaison. En général, si nous avons un petit système, on ne va pas combiner des strings, donc on va utiliser un boîtier de jonction et on met toutes les protections là-bas aussi. Et si par exemple on a un boîtier de combinaison, on va mettre ces protections là-bas. Donc on protège entre le champ photovoltaïque et l'onduleur. Ça, c'est des protections DC. Et bien sûr, après l'onduleur, entre l'onduleur et la connexion vers le circuit de distribution, donc au niveau du circuit de distribution AC, là aussi, je mets des protections. Donc, c'est un petit peu là que je vais mettre des protections. J'espère que j'ai répondu à cette première question. Ensuite, le paratonnerre est-il indispensable? Oui. Je ne connais pas exactement le règlement au Madagascar, mais en tous les cas, le paratonnerre est indispensable. Dans plusieurs pays, c'est à partir d'une certaine taille. Par exemple, si vous avez des systèmes de moins de 10 kW, en général, ce n'est pas nécessaire dans plusieurs pays. Mais si on parle de système CEI, donc ça veut dire pour des clients industriels et commerciaux, généralement, qui ont une consommation plus importante, donc pas résidentielle, disons. Donc là, généralement, c'est indispensable. Mais je ne connais pas la réglementation au Madagascar. Il faut vérifier est-ce que c'est réglementé au Madagascar. Mais si ce n'est pas réglementé, il vaut mieux faire ça. Voilà. Donc, c'est quelque chose à conseiller, à mettre. Est-ce qu'il est obligé d'utiliser le parafoudre et le paratonnerre en même temps? Oui, encore une fois, je parle de la qualité. Si vous voulez, la qualité
vous utilisez le paratonnerre, c'est une protection externe contre la foudre directe qui frappe directement sur place, et vous utilisez en plus en interne dans le boîtier de combinaison ou dans le boîtier de jonction, vous utilisez le parafoudre type 1 qui est en combinaison avec le paratonnerre pour la protection contre la foudre directe, contre la foudre qui frappe directement, et le parafoudre type 2, c'est pour les systèmes raccordés au réseau. Si vous avez un système hors réseau, vous n'avez pas besoin de parafoudre type 2 parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de remontée de surtension pour les foudres lointaines. Mais si vous avez un système raccordé au réseau, on utilise le parafoudre type 2 parce que là, il y a une possible remontée de surtension à travers le réseau électrique. Encore une fois, je vous dis les choses selon les standards de qualité, un petit peu dans l'international. Je ne sais pas si vous lisez encore une fois les codes électriques, les codes d'installation au Madagascar, il est possible que vous voyez que ce n'est pas obligatoire, mais quand même, je vous donne un petit peu la qualité. Encore une fois, si vous souhaitez avoir un système qui va durer 25 ans, ça, ce sont les éléments qui sont nécessaires à prendre en considération. Quel est le type paratonnerre le plus approprié aux installations solaires? Je vais répondre à ça, encore une fois. Pardon, le paratonnerre, pas le parafoudre. Le paratonnerre. Je ne suis pas sûr que je comprenne la question, mais donc un paratonnerre, ça peut être comme dans ce bâtiment-là, comme vous voyez, pour des bâtiments, ça veut dire que c'est un paratonnerre qui est un petit peu éparpillé, large sur toiture. Ça peut aussi être tout simplement le paratonnerre classique, voilà, donc comment ça s'appelle en français, je ne sais pas, donc voilà, donc le poteau, voilà, le poteau en format de poteau. Mais encore une fois, le nombre de paratonnerres à mettre, je ne suis pas sûr, voilà, à tige, exactement, merci. Donc, je ne suis pas sûr exactement combien de paratonnerres à mettre par taille directement, mais si vous lisez dans les codes électriques de certains pays, par exemple, vous allez trouver qu'il y a des standards selon les tailles. Vous allez mettre un certain nombre de paratonnerres selon la surface couverte par les modules. Et vous trouverez ça aussi, en tous les cas, dans les manuels, par exemple, dans les manuels d'installation, d'exploitation des différents équipements. C'est écrit dans les manuels aussi. Généralement, parafoudre ou paratonnerre sont-ils exigés au risque d'annuler les garanties? C'est une bonne question. On dit souvent, comment ça s'appelle, la hiérarchie de la décision. Combien de paratonnerres? Je dois mettre un paratonnerre ou non? Parafoudre, combien? Je dois mettre ou non? Il y a une hiérarchie de la décision sur ça. La première décision, c'est la réglementation. C'est ce qu'on appelle le code d'installation électrique, par exemple, ou le code des bâtiments. Généralement, c'est dans ces deux codes-là qu'on trouve ces informations-là. Si c'est dans le code, eh ben, je n'ai pas le choix. Je dois le mettre parce que c'est la réglementation. Maintenant, si ce n'est pas dans le code, je vais aller vers la hiérarchie numéro 2 et je vais vérifier dans les manuels pour les garanties. Parce que dans les manuels des modules, dans les manuels des onduleurs, il y a toutes ces informations-là. Et ça joue un rôle sur la garantie. Si je n'ai pas fait ce que les manuels exigent, je ne pourrai pas avoir de la garantie. Et le standard, c'est le plus grand. Ça veut dire s'il y a deux standards différents entre la réglementation et le manuel, je vais prendre toujours le standard le plus grand. Parce que soit je ne veux pas aller contre la loi, soit je ne veux pas risquer la garantie. Et le troisième niveau, si maintenant je ne trouve rien ni dans la réglementation, ni dans les manuels, donc des équipements. Le troisième standard, c'est un standard pour moi-même, c'est un standard financier. J'ai investi beaucoup d'argent, j'ai envie que le système fonctionne pendant 20 à 25 ans, donc je vais utiliser des standards d'autres pays que je vais mettre en œuvre, même si ce n'est pas les standards nécessaires pour mon pays. Comme ça, je m'assure que le système va fonctionner pendant longtemps. Mais un petit bémol ici, encore une fois, si vous ne trouvez pas ces éléments-là dans les manuels, c'est toujours un indicateur que les équipements ne sont pas de bonne qualité. Les équipements de bonne qualité ont des manuels assez détaillés qui expliquent exactement tout ce qu'il faut faire d'un point de vue électrique. Et surtout, ça joue un rôle sur les garanties. Si les manuels ne sont pas aussi détaillés que ça veut dire qu'il y a un problème avec les équipements. Voilà.
Donc, les équipements ne sont pas forcément de bonne qualité. Oui, la deuxième question, exactement, c'est ça. Donc, on peut utiliser les deux types. Encore une fois, ils ont différentes protections ici. Donc, le type 1, il protège contre la foudre directe, si j'ai un impact de foudre directe sur mon système. Le type 2, c'est pas contre la foudre directe, c'est surtout contre les surtensions qui vont venir à cause de coups de foudre indirects, par exemple. Si le système PV est placé à côté du pylône de télécommunication, est-il indispensable de mettre un paratonnerre? Ça, c'est une question vraiment très détaillée, à laquelle je ne pourrais pas répondre directement, étant donné que je ne connais pas les détails. Mais bon, si vous dites c'est juste à côté d'un système déjà existant, et le système existant, il a déjà un parafoudre, un paratonnerre. Ça veut dire que j'ai déjà un paratonnerre qui va protéger le système existant. Dans ce cas-ci, c'est un système de télécommunication et ça va aussi protéger mon système à moi. Franchement, c'est une question pour laquelle je devrais réfléchir. Je ne pourrais pas répondre là comme ça tout de suite. Euh, peut-être, peut-être pas. Donc, c'est la réponse que je pourrais dire. Ça, il faut réfléchir et il est possible que je dois peut-être réfléchir plus et lire encore une fois, une documentation pour ce type de réponse-là. Voilà, c'est un cas spécial. La valeur de la mise à la terre exigée, j'imagine que vous parlez de la résistance de la mise à la terre. C'est selon la terre, c'est selon le type de terre. Encore une fois, si vous voulez, peut-être que Katharina, j'ai besoin vraiment de notes sur ça dans un mail. Je pourrais envoyer Oui, un document qui donne des valeurs pour différents types de terre. Voilà, des valeurs oui, fixes, par exemple. on va te rappeler ce que tu as promis ou ce qu'on va Très bien. envoyer par la Parfait. suite. Voilà. Très bien. On a Donc, encore je une vais vous. demi-heure, je ne sais pas, peut-être on va continuer. Je ne connais pas le nombre de tes slides, mais Bon, je pour aborder continue, encore. mais c'est Ouais, flexible. Je vais pouvoir super, faire un petit peu. Voilà. Donc là, je vous montre merci. juste quelques exemples de problèmes qui peuvent exister. Par exemple, comme vous voyez ici sur les photos, nous avons des câbles ici qui sont pas protégés. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un exemple de mauvaise qualité. Des câbles qui ne sont pas protégés, en plus, qui sont en direct contact, sans protection, avec une partie métallique ici et ici. Je vous garantis qu'avec le temps, j'aurai un problème ici. Des câbles ici qui sont trop stressés, je les tire trop fort ici, donc il y a un stress important qui va aussi causer un problème. Des câbles qui ne sont pas tenus, ici ils sont juste, disons, sans être donc raccrochés quelque part, fixés quelque part. Voici un bon exemple d'un câble qui est bien fixé. Voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu quelques idées. Donc ça, c'est pour la partie installation. Maintenant, pour la mise en service, c'est là où vraiment, encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, des fois, je travaille comme owner's engineer, où j'aide des clients qui veulent installer de la bonne qualité et je défends leurs intérêts devant les EPCistes. Et généralement, le plus gros du travail se passe ici, durant la mise en service. La mise en service ou bien la réception, on dit souvent aussi la réception. En général, il faut faire plusieurs essais. Il faut faire une inspection visuelle. Pardon, il faut faire une inspection visuelle. Il faut faire des essais du côté d'essai, du côté AC électrique, une analyse électrolumineuse, par exemple, des modules photovoltaïques. Les tests, encore une fois, il faut les faire lors de la réception directement. En plus, par exemple, nous avons des analyses infrarouges sur des modules photovoltaïques souvent. On fait des contrôles. Est-ce que vraiment le système est disponible? Ça, on le fait généralement durant toute la garantie, durant toute la période de la garantie. Donc, est-ce que le système est disponible selon la garantie de disponibilité? Je vais en parler dans quelques instants. On teste le PR, donc le Performance Ratio, le ratio de performance. Est-ce que vraiment le système en tous les cas, répond au moins à ce PR minimum? Et surtout, on va faire le transfert de la documentation.
il ne faut pas oublier la documentation. Je viens juste de revenir de l'Éthiopie. J'étais en Éthiopie jusqu'à la semaine dernière. Par exemple, j'ai vu 3 systèmes solaires là-bas sur des toitures où il n'y avait aucune documentation. Il n'y avait ni les fiches techniques, ni les manuels, ni les plans de câblage, rien, aucune documentation. Et c'était très difficile de faire la formation parce que on n'avait pas de documentation à montrer aux gens. Et si les systèmes tombaient en panne, ça va prendre des jours et des jours ou bien des semaines pour déterminer vers quel endroit va un câble, où est-ce qu'il va l'autre câble. C'est compliqué sans documentation. Donc, il faut s'assurer de faire aussi le transfert de documentation et c'est toujours, ça fait partie encore une fois de la qualité. Donc, les mises en service, ils sont en fait réglementées. Donc, il y a 2 normes IEC qui réglementent ça. Pour dire la vérité, ce sont des normes qui sont utilisées pour les grandes centrales au sol. Ça veut dire pour les centrales de plusieurs mégawatts. Mais vous pouvez utiliser les mêmes règles qui sont dans ces normes-là pour n'importe quel système électrique raccordé au réseau, à mon avis. Donc, si vous êtes intéressé de savoir un petit peu plus en détail, il y a aussi donc les normes sur ça. Maintenant, si je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, inspection visuelle, c'est généralement la première étape. On va aller faire une inspection visuelle, on regarde tout simplement. Et visuel, ça veut dire aussi mécanique. Hein. Ça veut dire on va aussi voir est-ce que les éléments sont fixes ou non. Si je fais une inspection visuelle et que je vois par exemple tous ces problèmes-là ici, par exemple, je vois que les câbles ici ne sont pas vraiment isolés. Donc, si vous regardez très bien, j'arrive à voir les parties métalliques des câbles, ce qui n'est pas acceptable ici. Encore une fois, regardez ici, aucune protection. Métal contre les câbles simples, sans protection supplémentaire. Par exemple, ici, ce serait très difficile de lire les labels, donc les trucs ici en blanc qui disent vers quel string les câbles, ou bien de quel string les câbles proviennent. Encore une fois, tout ce que je vois ici, ce sont des problèmes. Si je fais une inspection visuelle et que je vois tous ces problèmes-là, je ne vais même pas aller faire les essais électriques. Je vais dire tout simplement, désolé, mais voici le protocole avec toutes les photos. D'abord, vous réglez ces problèmes-là. Ensuite, je vais revenir, refaire une inspection visuelle. Si je suis content, on va faire les essais électriques. Sinon, je n'accepte pas. Parce que tant que je n'ai pas accepté, tant que je n'ai pas reçu le système, le client n'est pas obligé de payer. Et une fois que le client a payé, ça va être très difficile de fixer des choses, de régler comment dire, de fixer des problèmes. Donc, ça, c'est d'abord une première partie. En fait, faire des essais électriques, généralement, c'est pas tous les essais, mais bon, quelques essais électriques qu'on peut faire, c'est par exemple des essais de continuité sur la mise à la terre. Je veux savoir, par exemple, est-ce que la mise à la terre fonctionne partout sur le champ photovoltaïque. Donc, je vais utiliser un test de continuité avec le multimètre et je place le positif, pardon, le truc ici, voilà. Donc, ce positif, ça c'est le négatif. Donc, le positif, je le place un petit peu sur différents endroits de mon champ photovoltaïque et je vérifie s'il y a une continuité partout vers la Terre. Ça, c'est un exemple de test électrique. Un autre test électrique, c'est la continuité aussi, mais cette fois-ci de mon raccordement électrique. Ça veut dire, je veux savoir, est-ce que dans le boîtier de raccordement, par exemple, de combinaison, ou bien dans le boîtier de jonction, est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que vraiment tous les fusibles, toutes les parties du circuit électrique fonctionnent? Pour cela, je vais juste faire un court-circuit ici, donc entre le champ photovoltaïque et le boîtier, et je vais mesurer la continuité de l'autre partie du boîtier. Je vais savoir s'il n'y a pas de continuité, ça veut dire que soit il y a un câble quelque part qui n'est pas branché, que peut-être il y a un fusible qui ne marche plus, et ainsi de suite. Un autre test, par exemple, c'est voilà, donc c'est la tension de circuit ouvert. Par exemple, je pourrais tout simplement tester la tension du circuit ouvert ici pour le champ photovoltaïque pour savoir est-ce que, par exemple, sur la base des informations des fiches techniques, est-ce que, par exemple, il n'y a pas de problème. Si je trouve que la tension du circuit ouvert n'est pas normale, ça veut dire peut-être qu'il y a un module qui ne fonctionne plus et je pourrais vérifier après les modules individuellement. On fait tous ces essais-là.
lors de la mise en service. D'autres essais, c'est sur le rendement et le PR. Donc, on va essayer de vérifier au niveau de la sortie de l'onduleur, on va vérifier combien est la puissance pour pouvoir comparer avec la puissance théorique que je devrais avoir et que je pourrais ensuite calculer le PR, le Performance Ratio, ou bien le ratio de performance. Juste pour rappel, c'est quoi le ratio de performance? Donc, le ratio de performance, c'est simplement, je divise la production réelle durant une période de temps particulière. Par exemple, ici, c'est sur 7 jours, mais je pourrais faire ça aussi sur le mois, et ainsi de suite. Et je divise par ce que normalement, je devrais avoir en théorie. Bon, la production réelle, c'est facile. Je la mesure, comme j'ai dit ici. Donc, je la mesure directement. Bon, je ne suis pas obligé d'aller mesurer chaque jour avec le multimètre, bien sûr. Généralement, l'onduleur me montre ces valeurs-là. Et la production théorique, je dois la calculer, l'estimer. Pour pouvoir l'estimer, tout simplement, je vais utiliser les données qui sont fournies dans le contrat EPC. Dans le contrat EPC, on me dit c'est quoi le performance ratio minimum en général. On dit aussi quel est le rendement et je dois juste mesurer les données météo. Pour mesurer les données météo, je vais utiliser une station météo. Une station météo simple, c'est à peu près ce que vous voyez ici. Donc, j'ai un petit module ici que je vais utiliser comme module référence. Ou bien j'utilise par exemple des pyranomètres, voilà, ou bien une cellule, par exemple un capteur avec une cellule, voilà. Donc, le pyranomètre, c'est disons le plus cher, c'est aussi le plus exact. Et un capteur en silicium, ou bien avec une cellule simple, avec une cellule unique, sont moins chers et généralement on utilise des capteurs en cellule ou bien en silicium pour des systèmes sur toiture qui ne sont pas de très grande taille. Pour les centrales au sol, en général, on est obligé d'utiliser un pyranomètre parce que généralement ce sont des gros investissements et les banques, pour qu'ils nous donnent le crédit bancaire, ils exigent d'avoir voilà, un pyranomètre pour la station météo. Pour des systèmes de plus petite taille, généralement, on peut utiliser tout simplement des capteurs avec une cellule simple. Donc, on va mesurer avec ça les données météo. Et je vais essayer de calculer, donc en théorie, selon la météo aujourd'hui, en théorie, quel est le rendement du système. Ça va être un petit peu estimé. Et l'onduleur lui-même, ou bien le système de monitoring, si je veux, va me donner les données réelles. Voilà. Un système de monitoring peut être très complexe avec un système SCADA. Ça veut dire que c'est un système qui fait le travail automatiquement. Il automatise le monitoring, donc le suivi de la production énergétique. Et il peut même donner des red flags, ça veut dire me prévenir s'il y a un problème automatiquement. Mais en général, ils sont plus ou moins chers et donc on les utilise encore une fois pour les centrales au sol de grande taille. Et les banques, elles exigent ça aussi après, à partir d'un certain investissement. Mais pour les systèmes solaires sur toiture de taille normale, disons pour les clients CEI, on va juste utiliser les données sur l'onduleur. Donc l'onduleur, il a un monitoring intégré et on va utiliser les données de l'onduleur, c'est suffisant en général. Je dois bien sûr vérifier moi-même, je dois accéder à travers Internet, généralement vers une interface et je peux vérifier voilà, donc s'il y a des données particulières ou non. OK, c'est à peu près les éléments de la mise en service. Encore une fois, comme vous voyez, il y a beaucoup de vérifications, il y a beaucoup d'éléments que nous devons vérifier pour nous assurer que le système a une certaine qualité. Et s'il y a des problèmes, par exemple, on va pouvoir intervenir encore une fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le PR, je sais qu'il y a des questions, je vais y répondre dans un instant. Maintenant, par exemple, qu'est-ce qui se passe si je trouve que le PR n'est pas bon? Normalement, le EPCiste m'a garanti un PR de 85%. Et quand je calcule la production réelle divisée par la production théorique, je trouve que le PR, en fait, il est seulement de 80%. Il n'est pas de 85%. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Bien sûr, c'est un point de contrat, mais normalement, dans le contrat EPC, il y a des garanties. Il y a des garanties de performance.
Ça veut dire que si on me garantit un PR de 85% et que j'ai seulement 80%, ça veut dire que les 5% manquants, c'est une électricité que je n'ai pas produite. Et je vais demander à l'EPCiste de me payer ça. L'EPCiste, il a une garantie. Il va devoir payer des pénalités financières pour compenser ces pertes-là. En plus, il est obligé de rectifier ça, de faire un travail sur le site pour rectifier, pour que le PR remonte vers la garantie. Il y a aussi des garanties de disponibilité. Ça veut dire que le système doit être disponible, par exemple, à 99%. Ça veut dire dans 99% du temps, le système doit être disponible. Si l'onduleur ne marche plus, le système n'est pas disponible. Et dans ce cas-ci, encore une fois, pour la période dans laquelle je n'ai pas produit d'électricité, il y a aussi des pénalités financières. Donc, il faudrait bien sûr avoir une certaine qualité aussi pour les équipements et surtout réagir rapidement pour la maintenance, dans le cas où je dois faire de la maintenance sur des équipements, pour pouvoir garantir cette disponibilité-là. On va voir dans un instant comment est-ce qu'on peut garantir ça un petit peu dans la pratique. Mais il y a aussi des garanties dans le contrat EPC, des garanties sur les équipements. Tous les équipements, généralement, les modules, les onduleurs, tout cela, ils ont des garanties des fabricants qui vont être données généralement pour l'EPCiste, parce que c'est l'EPCiste qui va acheter les équipements. Mais il va transférer ces garanties-là, bien sûr, pour le propriétaire du système, pour l'investisseur. Et il faut s'assurer aussi, lorsqu'on fait le travail de maintenance, que ces garanties-là restent valides. On ne va pas faire quelque chose, ou bien on ne va pas installer, par exemple, sans parafoudre, alors que c'est nécessaire pour la garantie, et la garantie ne sera pas applicable. Donc, il est aussi responsable que les garanties soient transférées, mais en même temps soient utilisables. Et il y a aussi les garanties de bonne exécution des travaux. Ça, encore une fois, je ne paye pas tant que l'inspection visuelle ne me donne pas de bons résultats. Et si les essais électriques aussi montrent comme quoi il y a des problèmes quelque part, aussi je ne paye pas. Donc cette garantie de bonne exécution, elle est aussi offerte. Les garanties EPC, en généralement, c'est 2 ans. C'est pour ça que les 2 premières années de la maintenance sont aussi faites par l'EPCiste en général, pour pouvoir répondre à ces garanties-là, pour pouvoir rectifier, pour pouvoir corriger s'il y a des problèmes durant les 2 premières années. Après les 2 ans, généralement, soit le PCiste continue à faire le OEM, ou bien je vais transférer tout vers un autre contractant, ou bien entrepreneur OEM, ou bien je fais le OEM moi-même si je le souhaite. Mais généralement, les garanties EPC, c'est pour 2 ans. Et tout ça, c'est garanti, et ça doit répondre pour les 2 premières années, comme c'est écrit ici. Donc ici, c'est les 2 premières années d'exploitation, c'est l'EPCiste qui est responsable avec toutes les garanties. Ensuite, je transfère toutes les garanties vers l'entrepreneur OEM. Ça peut être aussi le même. Hein. Si je suis content avec l'EPCiste et que l'EPCiste souhaite continuer, je peux continuer avec lui avec un contrat OEM. Très bien. Donc, je vais voir les questions. Comment? Non. Les inspecteurs doivent-ils suivre des formations spécifiques et avoir des certificats? S'il y a des inspecteurs qui vont inspecter ça, parce que, par exemple, le réseau électrique, ou bien le responsable du réseau, ou bien, par exemple, le législateur, ou bien le régulateur veut inspecter, oui, normalement, il faut qu'ils aient des experts qui ont été formés nécessairement pour faire ça. Peut-être qu'ils vont avoir une loi qui dit ce sont des inspecteurs qui ont une certaine formation, un certain certificat, qui peuvent être engagés pour inspecter. Dans certains pays, c'est réglementaire. Mais en général, dans la plupart des pays, il n'y a pas de réglementation pour l'inspection. Dans ce cas-ci, c'est tout simplement à l'investisseur d'aller chercher ce qu'on appelle un owner's engineer, donc disons un expert technique, qu'il va payer pour défendre ses intérêts, pour vérifier tout cela avant de payer le PCiste. Encore une fois, c'est ce que je fais par exemple de temps en temps comme travail. Et là, généralement, moi, je suis responsable. Ça veut dire que si jamais je dis à l'investisseur, c'est bon, j'ai vérifié, tout est bon, tu peux payer. Et après, il paye, et après, il y a des problèmes. Bah, bien sûr que je suis après responsable aussi. Ça veut dire que je pourrais aussi être poursuivi en justice et devra payer des pénalités financières éventuellement. Voilà.
Les inspecteurs doivent-ils, donc c'est bon, comment on gère les tensions des panneaux, des expositions qui peuvent s'incrémenter rapidement en série? Quand on met des panneaux en série, les tensions vont s'additionner et généralement la longueur du string va être déterminée exactement par la tension, c'est l'onduleur. L'onduleur, généralement, il a un MPPT, donc le MPP tracker, et le MPPT, il a une plage de tension. Par exemple, il va dire que le MPPT fonctionne entre 400 et 550 volts. Donc, je dois rajouter les modules photovoltaïques en série jusqu'à ce que j'ai une tension du string entre 400 et 550 volts. Il faut que la tension du string soit dans la plage de tension de l'onduleur, surtout, pour être plus précis, la plage de tension du MPPT de l'onduleur. Oui, Harry? Oui, j'ai posé cette question, mais c'est plutôt pendant la phase installation. Comment on gère côté sécurité c'est très haute tension? Parce qu'il y a encore des phases où on va Oui. faire des inspections visuelles. Quelles sont les mesures à prendre avec Là, ces très hautes tensions? Oui, donc, un module photovoltaïque qui est posé sur la toiture, il produit de l'électricité. Donc, dès que je commence à les raccorder ensemble, la tension augmente et la tension est là. Mais en général, on dit souvent, comment est-ce qu'on doit faire? Les deux, donc le string, on met en série les deux sorties du string, donc le plus et le moins. Généralement, elles sont toujours protégées. On a toujours une protection qu'on doit mettre sur ça, qui doit rester là-bas, jusqu'à ce qu'on va mettre les deux connexions vers l'onduleur ou bien vers le boîtier de jonction, ou bien vers le boîtier de combinaison. Une fois que c'est connecté là-bas, généralement, dans le boîtier, j'ai un disconnect, donc j'ai un interrupteur principal qui doit être disconnecté, comme ça, je suis protégé. C'est à peu près l'idée. Et bien sûr, tout ce travail-là avec des gants de standard protection électrique jusqu'à 1000 volts DC. C'est une combinaison entre les équipements que je vais utiliser, la protection des câbles jusqu'à ce qu'ils soient connectés vers le boîtier. Et dans le boîtier, il y a toujours encore une fois, un sectionneur principal qui doit être toujours éteint. Et tout cela avec des comportements. Donc, les aspects de sécurité, ce sont des comportements. Donc, mettre les gants et bien sûr se rappeler comme quoi les câbles ils sont toujours énergisés et tout cela. Donc, ce sont des comportements. Quand je fais par exemple la formation pour les installateurs, généralement, quand on fait des exercices pratiques, chaque matin, on va d'abord s'asseoir pour se rappeler, pour faire un brainstorming et écrire sur une feuille tous les risques et qu'est-ce que je dois faire comme comportement pour éviter les risques. Et on fait ça chaque fois parce que on ne peut pas faire ça sur des slides, c'est un comportement. Donc, c'est à peu près la façon avec laquelle on va travailler sur le site. J'espère que j'ai répondu, Harry, par rapport à ça. Il y a encore des questions sur la maintenance. On n'en a pas encore parlé. Peut-être on peut adresser Ok, encore ce sujet. comment on gère les tensions des panneaux? Ça, c'est bon. Oui, la prochaine. Bonjour, les plaques solaires, on les nettoie combien de fois? Ok, je vais répondre à ça dans quelques instants. Quand les PV peuvent délivrer le maximum de puissance, mais les besoins au niveau d'utilisation faible, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau PV de l'onduleur? L'onduleur, il va tout simplement réduire je ne vais pas parler en détail parce que j'ai besoin de plus de temps, mais l'onduleur, il a la capacité de faire sortir la puissance dont j'ai besoin. Donc, s'il y a une surproduction au niveau du champ photovoltaïque et que l'onduleur ne peut pas, soit n'est pas l'onduleur voit que cette puissance-là ne peut pas être consommée ou bien ne peut pas être injectée dans le réseau, il va réduire la puissance vers la puissance qui est nécessaire, qui doit être consommée. Comment est-ce que ça marche techniquement? Ça me prendrait au moins 30 minutes pour expliquer. Donc, bonjour. Mais il n'y a pas de problème pour l'onduleur. L'onduleur peut faire ça sans aucun risque, ni pour l'onduleur, ni pour les modules photovoltaïques. Est-ce qu'on a déjà des normes de maintenance pour les modules bifaciales? Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Je vous conseille d'aller voir dans un site internet d'un fabricant de modules bifaciales et de voir dans le manuel. Ça va être écrit, je ne connais pas, je n'ai pas d'expérience exactement avec ça.
Est-ce qu'on peut faire une habilitation électrique en PV? J'imagine que vous voulez dire une formation. Bah, il faut chercher s'il y a des formations. Je ne connais pas les offres de formation exactement au Madagascar, mais j'ai déjà fait des formations, encore une fois, pour des installateurs dans d'autres pays, personnellement moi-même. Mais généralement, il y a des formations. Est-ce qu'il y a un certificat reconnu par le système éducatif? J'imagine que oui, mais il faudrait chercher quelle formation est-ce que vous pouvez faire pour avoir cette habilitation-là comme électricien, disons. Voilà. Je vois une nouvelle question. Je vais répondre plus tard. Je voudrais quand même parler un petit peu rapidement de la maintenance quand même. On a déjà couvert un petit peu tout ce qu'il faut faire dans la partie mise en service, parce que la maintenance, c'est une suite de la mise en service. Donc, une fois que le système est mis en service, en fait, nous avons des points. Par exemple, après, on a dit que les 2 premières années, la garantie, c'est par l'EPCiste. Donc, c'est lui qui fait aussi la maintenance. À la fin, on va faire généralement des inspections de fin de garantie. C'est les mêmes inspections qu'on fait lors de la mise en service, lors de la réception. On refait tout comme si on fait une nouvelle réception. Pourquoi? Le but, c'est parce qu'on va, comment dire, on va dire à l'EPCiste, c'est bon, merci beaucoup. Après les 2 ans de garantie, vous avez fixé tout ce qui devait être fixé. Le PR est remonté comme il faut. Je ne vois pas de problème, même après 2 ans. Et dans ce cas-là, merci beaucoup, vous pouvez transférer le travail vers le contractant OEM. Ou bien ça peut être le PCiste qui va continuer encore une fois. C'est possible. Ensuite, généralement, nous avons des contrats de 5 ans. Donc, tous les 5 ans, plus ou moins, on va essayer de changer le contrat. Ou bien, encore une fois, on peut rester avec la même personne pour faire tout le travail de maintenance. Le contractant OEM, maintenant, si on estime qu'après 2 ans, on va transférer vers un autre contractant OEM, il va reprendre toute la documentation, il va reprendre tous les éléments auprès de l'EPCiste, il va aussi reprendre toutes les garanties. Ça veut dire que les garanties de bonne exécution des travaux vont être aussi dans le contrat OEM. Les garanties pour les équipements, pour la garantie de l'équipement, doit aussi faire partie du contrat OEM. Si par exemple, lors de la maintenance, lors des tâches de maintenance, la personne va faire quelque chose sur l'onduleur qui n'est pas supposé être fait selon le manuel. 2 mois plus tard, l'onduleur brûle et c'est toujours sous garantie. Et que le fabricant d'onduleur refuse de remplacer l'onduleur parce que, exactement, l'expert ou bien la personne qui travaille pour l'entrepreneur OEM a fait quelque chose de mauvais, quelque chose qui n'est pas envisagé selon le manuel, n'a pas respecté le manuel de l'onduleur, l'onduleur doit être payé par le contractant OEM parce que c'est sa faute. Il est supposé suivre les manuels et les réglementations lors des tâches de maintenance. Comme ça, la garantie va toujours rester valide. Et bien sûr, les garanties de performance et de disponibilité aussi, elles doivent être là. Ça veut dire qu'il faut que ce soit respecté aussi. Donc, toutes ces garanties-là, elles vont suivre avec le temps. Et c'est comme ça qu'on peut, encore une fois, garantir, disons, un certain aspect, de qualité. Parce que si je ne fais pas la maintenance, sur les 20 ans, je ne pourrais pas garantir la qualité de l'exploitation aussi. Voilà. Donc, c'est à peu près par rapport à la maintenance, c'est à peu près la même chose que ce que le PCiste va faire. Mais on va continuer ça sur le reste du temps. Donc, encore une fois, les inspections, nous avons déjà parlé de ça tout à l'heure. Donc, on fait une inspection lorsqu'on finit l'installation, à la fin de la période de garantie de l'EPCiste, donc après 2 ans généralement, et finalement les inspections régulières, voilà, selon le contrat de maintenance. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que je devrais plutôt les laisser pour plus tard ou bien... Je ne sais pas, tu vas parler encore, il y a la question du nettoyage. Tu vas en parler encore? Oui, c'est à peu près couverte. Donc, je pense qu'il vaut mieux que je finisse. Après, je vais répondre aux questions. OK, Comme ça, on va très bien. voir s'il y a combien de questions est-ce qu'il y a. Ouais, OK, Très très bien. bien. Voilà. Donc,
quels sont les types de maintenance auxquels nous pouvons nous attendre, ou bien qui existent, disons. Il y a d'abord la maintenance préventive, ou bien régulière. Donc ça, c'est le premier type de maintenance. Ensuite, il y a la maintenance corrective. Là, c'est généralement la réparation, c'est ce que ça veut dire. Il y a aussi une maintenance prédictive, on ne va pas en parler en détail sur ça. La maintenance prédictive, c'est lié à la maintenance régulière ou bien préventive. Lorsqu'on fait la maintenance préventive, on essaye de prédire s'il y a de possibles risques, s'il y a vraiment des risques qui peuvent se passer. Si on voit par exemple qu'un équipement pourrait tomber en panne dans les prochains mois, on pourrait essayer par exemple d'acheter l'équipement en avance pour éviter, par exemple, une indisponibilité trop longue du système solaire. Mais on va parler surtout de la maintenance régulière ou bien préventive et de la maintenance corrective. La maintenance préventive, c'est ce qu'on fait le plus. Disons que 85-90% du travail de maintenance, c'est la maintenance préventive. Ça veut dire, nous avons un calendrier, nous avons des tâches à faire, nous avons inspecté. Nous allons refaire chaque fois l'inspection visuelle, l'inspection mécanique pour voir si les équipements sont encore stables. Bon, est-ce que les modules ont besoin de nettoyage ou non? L'inspection sur les câbles. On refait les essais électriques encore une fois. On vérifie, est-ce que la terre elle est toujours fonctionnelle ou non? On va vérifier, est-ce que tous les disjoncteurs, est-ce que les parafoudres, tous ces éléments-là, est-ce qu'ils sont encore fonctionnels? C'est un petit peu quelque chose que je dois faire tout le temps selon un calendrier bien précis. J'ai en général un calendrier de tâches qui est assez clair et j'ai un calendrier ici, des choses que je dois faire par exemple une fois par mois, tous les 12 mois, tous les 24 mois. La plupart des choses, généralement, on les fait une fois par année ou bien 2 fois par année. C'est à peu près un calendrier standard. Donc, si vous cherchez sur Internet, calendrier de maintenance préventive, vous verrez beaucoup d'exemples sur ça, par exemple, avec même la fréquence pour laquelle on va faire. Mais en général, une fois par année pour la plupart des choses et pour d'autres choses, 2 fois par année. Mais c'est souvent une inspection visuelle, comme on a fait lors de la mise en service, plus, encore une fois, voilà, donc des essais électriques. Il faut juste se rappeler que la maintenance préventive, elle est faite aussi en dehors du calendrier, si par exemple, il y a eu un événement. Par exemple, il y a eu beaucoup de neige, il y a eu une inondation, il y a eu un tremblement de terre. Lors de ces événements-là, je dois faire une maintenance préventive non planifiée, supplémentaire. Parce que s'il y a eu un tremblement de terre, peut-être que quelque chose s'est passé sur le système. Donc, je dois aller faire une maintenance préventive, une nouvelle inspection qui n'est pas planifiée. Maintenant, si par exemple, je finis ma visite ou bien mon inspection lors de la maintenance préventive, je vais préparer ce qu'on appelle un protocole. Donc, dans le protocole, je mets tout ce qui est bon, qui n'a pas besoin d'action, et tout ce qui a besoin d'action. Voilà. Et si ça a besoin d'action, je vais dire est-ce qu'il faut le faire rapidement ou bien est-ce que ça peut attendre la prochaine maintenance préventive. Voilà, si ça doit être fait rapidement, ou bien si par exemple, lorsque je fais le monitoring, je vois par exemple qu'il y a un problème de production électrique, quelque part, je dois faire ce qu'on appelle la maintenance corrective. Ça veut dire que je dois aller sur place, par exemple, pour vérifier qu'est-ce que je dois faire pour, par exemple, pour changer le composant qui est défectueux, par exemple, ou bien pour, par exemple, si des problèmes de câblage que je dois, par exemple, régler. Donc, je vais le faire. Si je dois réparer quelque chose, je dois aller le réparer. Ça, c'est la maintenance corrective. C'est encore une fois, ça veut dire que je répare quelque chose qui doit être réparé. Le plus important pour la maintenance corrective dans le contrat, par exemple OEM, c'est la responsivité. Donc, c'est la rapidité de la réponse. C'est souvent dans le contrat. Par exemple, on dit qu'il faut réparer quelque chose sous 8 heures, sous 24 heures, sous 36 heures. Donc, il faut bien vérifier, par exemple, dans le contrat, quelle est la rapidité de la réponse envisagée. En général, pour l'onduleur, on va envisager une rapidité très importante parce que si l'onduleur ne marche pas, je perds beaucoup de production électrique.
pour le champ photovoltaïque ou bien pour les modules photovoltaïques, généralement, la réponse est moins rapide parce que même s'il y a un module qui ne marche pas, peut-être que l'impact n'est pas aussi important que ça sur toute la production électrique. Donc ensuite, il faut bien sûr faire le travail de remplacement, de réparation, de suivi, de documentation, dire qu'est-ce que j'ai fait exactement. Tous ces éléments-là sont importants pour s'assurer, par exemple, que en cas d'accident, enfin, en cas d'effet de garantie, par exemple, j'ai la documentation nécessaire pour démontrer, par exemple, que j'ai rien fait qui va contre le manuel et donc la garantie peut être applicable. Un point final pour le OEM, c'est la gestion des pièces de rechange. Donc, en général, si je veux répondre rapidement, par exemple sous 24 heures, pour régler un problème particulier, je dois avoir la pièce de rechange. Si je n'ai pas la pièce de rechange, je ne pourrai pas faire ça. Et donc, c'est un point aussi important pour un contractant OEM. C'est pour ça que, par exemple, lorsque vous avez un contrat OEM, vous pouvez aussi parler de la pièce de rechange, comme quoi, par exemple, quels sont les éléments qu'il faut stocker à tout moment. Si vous êtes vous-même un contractant OEM, ça c'est l'un des plus gros problèmes pour vous. Vous devez vous assurer que vous n'avez pas de pièces de rechange juste là, inutilement, mais en même temps, vous devez avoir suffisamment au cas où vous allez devoir répondre sur un site assez rapidement. Maintenant, la dernière question qui était sur les modules. Je vais préparer quelque chose sur le nettoyage des modules parce que j'ai pensé que vous allez me poser cette question-là. Ça, c'est un des exemples de tâches de maintenance préventive. Donc, on a plusieurs raisons pourquoi est-ce que les modules sont encrassés, que ce soit à cause de l'activité agricole, par exemple, que ce soit par exemple à cause des animaux, par exemple, comme les oiseaux, la poussière en général, s'il y a des arbres à côté, par exemple, avec le pollen ou bien avec les feuilles d'arbres, et ainsi de suite. Pour déterminer si je dois faire du nettoyage, je dois d'abord vérifier si j'ai de la pollution. Et si j'ai de la pollution, je dois déterminer le cycle de nettoyage et surtout d'abord comment faire ça. On peut nettoyer généralement à la main pour les systèmes sur toiture de taille, disons, pour les clients CEI. On va nettoyer ça généralement manuellement ou bien semi-automatiquement, mais en général, c'est manuel. Il y a aussi la possibilité de faire un nettoyage, disons, robotisé ou bien automatisé, mais général, comme vous voyez sur cette photo ici, mais en général, ça, c'est quelque chose qu'on fait sur les grosses centrales, voilà, pas sur les systèmes CEI. La fréquence de nettoyage des modules, elle est déterminée par un facteur financier. Lorsque vous allez nettoyer les modules, vous allez devoir, vous aurez des coûts. Il faut que quelqu'un aille faire le nettoyage, et ça coûte de l'argent. Cette personne doit être payée, par exemple, ou bien cette personne-là, si elle travaille pour vous, va faire ça au lieu de faire autre chose qui pourrait vous rapporter de l'argent. Donc, quel est le coût de ce nettoyage-là? Vous pouvez le calculer. Et ensuite, vous pouvez faire un essai. Par exemple, vous allez commencer par nettoyer une fois par semaine, ensuite 2 fois par semaine. Ou bien, par exemple, vous commencez par 2 fois par semaine, ensuite 1 fois par semaine, ensuite toutes les 2 semaines, ensuite 1 fois par mois. Le nettoyage aussi dans la saison des pluies pourrait être différent de la saison sèche. Vous devez faire les essais sur un an, différents cycles ou bien différentes fréquences, et vous voyez quel est le changement dans le rendement de votre système solaire. Combien de kilowattheures supplémentaires vous produisez si vous nettoyez 2 fois par semaine au lieu de toutes les 2 semaines. Et ainsi de suite. Vous allez déterminer quel est le niveau raisonnable. Le niveau raisonnable, c'est un niveau où je paye moins d'argent pour le travail de nettoyage que ce que je gagne en termes de production supplémentaire en kilowattheures. Si je paye trop et que les kilowattheures supplémentaires ne me rapportent, ou bien me rapportent moins que ce que je paye pour le nettoyage, ça ne vaut pas la peine de le faire. Voilà. Donc c'est à peu près la façon avec laquelle, en général, on décide par rapport à la fréquence de nettoyage. C'est un point de vue surtout financier. D'un point de vue technique, bien sûr, il faut un minimum de nettoyage. Si j'ai de la pollution, on va dire on va nettoyer par exemple toutes les 2 semaines. Ça va être suffisant en général. Si je n'ai pas vraiment de pollution dans l'endroit où je suis, peut-être que je n'ai même pas besoin de faire un nettoyage. Voilà. Donc, il faut vérifier. Généralement, trop de poussière, trop d'encrassement, ils peuvent aussi avoir des effets
sur ce qu'on appelle les hotspots, donc les zones chaudes dans le module qui peuvent endommager. Mais en général, ça c'est quelque chose que je vais voir. Est-ce que vraiment j'ai besoin de faire ça? Est-ce que j'ai une pollution? D'un point de vue maintenant financier, c'est comme j'ai expliqué. Il faut que l'investissement soit moindre que le gain en termes financiers. Et c'est le dernier slide que je vous montre ici. Je voulais quand même vous montrer ça parce que vous voyez que le plus gros de l'argent, vraiment, il va partir dans la maintenance préventive. C'est là que je dépense le plus d'argent. 46% en tout de mes frais de maintenance, parce que la moitié, c'est la maintenance préventive. La maintenance corrective, c'est moins. Quand même, c'est intéressant. C'est 23%, c'est tout, en termes de remplacement, en termes donc de réparation. Mais beaucoup de gens après disent « Ah, mais si je fais moins de maintenance préventive, qu'est-ce qui va se passer ?» Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans le monde, et quand on ne fait pas la maintenance préventive, là, ça va exploser. Le montant d'argent qu'on va dépenser pour la maintenance corrective va exploser. Parce que si on fait de la maintenance préventive, l'onduleur pourrait peut-être fonctionner pendant 10-15 ans. Mais si on ne fait pas de maintenance, il ne va pas fonctionner pendant plus de 3-4 ans. Donc, on va devoir remplacer l'onduleur plus de fois. En même temps, on aura plus de panne et on aura plus de besoin d'aller sur le site pour réparer des choses. Donc, il vaut mieux toujours faire la maintenance préventive selon le calendrier, comme on avait dit, même si ça coûte de l'argent, parce que ça nous économise en totalité de l'argent sur la maintenance corrective après. Voilà, donc ça c'était le dernier slide. Et il y a encore Et 4 ou 5 questions dans le Très chat. bien. Je sais que j'ai Peut-être on pris peut le plus de répondre et temps. voilà. J'ai 5 minutes de temps de plus que prévu, donc je vais faire quand même les questions. Donc pour le nettoyage, normalement j'ai répondu. Oui. Ensuite, il est parfois difficile de bénéficier de la garantie d'équipement lorsqu'on a le sous-traitant OEM qui n'arrive pas à convaincre le fabricant pour en bénéficier, par exemple. Nous avons perdu un onduleur sur un de nos sites, ce qui entraîne une perte de production longue. L'entreprise OEM n'arrive pas à faire bénéficier de la garantie. Est-ce qu'il est possible de maître d'ouvrage de rentrer directement en contact avec le fabricant, car lui qui paye les assurances d'exploitation? Bon, d'abord, est-ce que le problème de garantie est basé sur le fait que le fabricant n'est pas responsif? Si c'est le problème, ça va être très difficile de répondre à ça. N'importe qui peut rentrer et on pourra presque rien faire, sauf poursuivre en justice. Là, ça rentre dans le sens où j'achète des équipements que chez des fabricants de renommée, que je connais, je sais qu'ils vont être coopératifs, qui sont honnêtes. Voilà. Maintenant, si le problème est plutôt un problème que le contractant ONM ne fait pas son job, ça veut dire ne contacte pas, ne suit pas, ou bien le contractant ONM, par exemple, a des problèmes, par exemple que le fabricant refuse d'activer la garantie parce qu'il dit, par exemple, que le contractant OEM a fait quelque chose contre les règles, bien contre ce qui est écrit dans le manuel, lors de ces travaux de maintenance. Dans ce cas-ci, vous, en tant que propriétaire, qu'investisseur, ou bien maître, comment ça s'appelle en français, maître d'ouvrage, vous avez normalement un contrat OEM. Ça veut dire que le contractant OEM, il est supposé payer des pénalités financières pour la durée de temps où le système ne produit pas d'électricité. Donc, à mon avis, c'est à ces niveaux-là qu'il faudrait voir. Soit c'est un problème du fabricant, soit c'est un problème du contractant ONM. Voilà. Donc, un problème du contractant ONM, vous avez un contrat ONM qui vous oblige, qui vous donne des droits. Le contractant ONM doit faire son travail. Et s'il a fait une faute et que l'onduleur ne peut plus être changé gratuitement, il faut qu'il l'achète, qu'il paye pour ça. Soit c'est un problème de fabricant qui ne veut pas être coopératif, qui ne répond pas. Dans ce cas-ci, je dirais que vous avez fait une faute lors de l'achat et vous ne pourrez pas sortir de ça facilement, sauf si vous voulez poursuivre en justice le fabricant. Mais vous pouvez essayer de rentrer en contact sans problème, à mon avis. Il faudrait juste ne pas le faire si vous pensez que le contractant ONM
va utiliser ça comme raison pour ne pas remplir ses responsabilités. Est-ce qu'un contrat O&M de 5 ans ne serait pas risqué? Faudrait-il pas proposer des contrats biannuels, ce qui permet au maître d'ouvrage d'avoir de la flexibilité? C'est à vous de voir. Vous pouvez faire aussi des contrats. Je vous ai juste dit que les contrats de 5 ans, ce sont des contrats, c'est la durée normale, usuelle, que nous avons dans la plupart des pays. Et en général, c'est suffisant parce que le contrat O&M contient des clauses de résilier le contrat en cas de faute grave. S'il y a vraiment des fautes majeures dans le contrat O&M, si le contractant O&M ne fait pas son job, il faudrait juste ajouter une clause de résiliation de contrat pour faute grave, par exemple, et vous pouvez le résilier normalement. Mais vous souhaitez quand même avoir un contrat de 5 ans. La raison, c'est généralement financière. Ça veut dire que sur 5 ans, le contractant O&M peut planifier une période plus ou moins longue et normalement, il offrira un prix qui est moins cher. Voilà. Mais si vous voulez faire un contrat de 2 ans, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça c'est juste. Les 5 ans, c'est juste l'habitude que, en tous les cas, ou bien ce que font la plupart des gens dans le monde. Étant Après, c'est donné un que nous commentaire de moi. Ah, oui, c'est un commentaire de moi, donc il reste 2 questions en bas. Ah d'accord, ok. Donc, existe-t-il un outil simple pour déterminer et enclencher le nettoyage prenant en compte le carencement, bien sûr? Vous voulez dire automatisé. Donc, un outil automatisé, oui. Encore une fois, j'ai dit, vous pouvez utiliser un système automatisé, comme ce que je vais montrer sur cette photo-là. Je ne les connais pas personnellement en détail, mais j'imagine qu'il est possible de faire soit un calendrier de nettoyage et de s'assurer, par exemple, qu'ils vont démarrer automatiquement, par exemple, vers la fin de la journée, lorsque le soleil, par exemple, est en bas et que je n'ai pas de génération électrique. Euh, Selon un calendrier précis, est-ce que vraiment ils peuvent détecter des encrassements et marcher? J'imagine que c'est possible, à mon avis, mais je ne suis pas sûr. Mais pour les systèmes solaires CEI de taille normale, donc kilowatts, crête, ça serait trop cher de faire un système automatisé. Là, généralement, on va utiliser quelque chose comme dans cette photo ici, tout à droite. Donc, quelqu'un qui va aller sur place et pour nettoyer. Mais en général, après une année, on aura de l'expérience. On va savoir combien d'encrassements j'ai par semaine, combien d'encrassements j'ai lors de la période d'hiver ou bien des pluies, combien d'encrassements j'ai lors de la période sèche. Normalement, on peut faire ça. Si vous voulez automatiser, c'est possible. Mais encore une fois, ça va coûter beaucoup d'argent. On a encore une question. Oui, peut-être la Non. question qui s'est posée tout à l'heure, Salem, c'était pas de démarrer automatiquement, mais comment détecter le niveau d'encrassement qui Ah devrait oui, enclencher un nettoyage. ok. Parce que, bon, il y a l'ONM, on a défini peut-être dans le contrat les fréquences sans toutefois bien maîtriser l'environnement. Après, moi, j'en ai repéré, même après 2 jours d'installation, on voit déjà que ça démarre à prendre de la poussière. Ok. C'est un peu ça qui, comme un off-taker, il n'est pas forcément, et il est déjà bindé par un contrat avec son O&M, genre il faut nettoyer tous les 3 mois, alors qu'on voit très bien que c'est un peu ça, comment on peut évaluer ça rapidement, Ok, que je là, vais dire. c'est nécessaire. Bon, d'abord, d'un point de vue visite visuelle, donc inspection visuelle, c'est un élément qui peut être utilisé. Ça va dépendre, bien sûr, est-ce que j'ai accès au toit, est-ce que je ne suis pas très loin, est-ce que je pourrais le faire. Un autre outil, en plus de l'inspection visuelle, qui peut m'aider, bien sûr, c'est lorsque je suis en train de faire le travail, je peux prendre un module, par exemple, et le poser sur la toiture et le laisser. Parce que là, j'ai accès au toit, je dois encore préparer le travail, je vais le poser là-bas, ou bien je vais poser, par exemple, 3 modules, et je vais nettoyer un une fois par semaine, un une fois toutes les 2 semaines, et l'autre, je ne nettoie pas du tout. Et durant la période d'installation, je vais pouvoir utiliser les résultats pour voir, voilà, qu'est-ce que ça donne. Et un troisième outil, c'est le monitoring. Si j'arrive à monitorer, par exemple, le output des modules PV, je pourrais voir est-ce qu'il y a une diminution linéaire. C'est souvent à cause des encrassements. Mais le problème, c'est que pour les systèmes solaires de petite taille, disons standard CEI, je ne vais pas avoir un monitoring sur le champ photovoltaïque. J'aurai seulement le monitoring
au niveau de l'onduleur. Donc, j'aurai aussi une possibilité de voir au niveau de l'onduleur s'il y a une diminution de la performance linéaire. Ça pourrait être un indicateur aussi par rapport à ça, mais moins fort que si je faisais un monitoring au niveau donc, du champ photovoltaïque. Mais ce sont les outils auxquels je peux réfléchir maintenant, à peu près, qui peuvent aider. OK. La dernière question. Il y a dernière question, voilà. D'après votre expérience, quand est-ce qu'on dit que le PV commence à être usé? Une valeur de référence, c'est possible. Usé, j'ai visité des systèmes solaires qui sont plus âgés que moi, voilà. Je vais vous dire la vérité. Donc, à l'époque, je pense que j'avais encore 36 ou 37 ans et j'ai vu des systèmes solaires qui étaient installés avant que je sois né. Donc, qui fonctionnaient encore depuis 35 ans, 36 ans. En général, si on achète de bons équipements, si on fait une bonne installation dans la qualité que j'ai montrée maintenant, si on fait la maintenance dans la qualité que j'ai montrée maintenant, on a généralement, avec les modules photovoltaïques, les équipements d'aujourd'hui, on a généralement une dégradation entre 0,3 et 0,5% par année linéairement. Ce n'est pas linéaire, c'est en fait exponentiel, mais si on fait sur une période de 20 ans, par exemple, on va essayer de faire l'équivalent linéaire, ça va être entre 0,3 et 0,5% par année. C'est la dégradation que j'ai, c'est la perte de performance que j'ai par année. Et après 20 ans, j'aurai une perte de performance, disons, qui va paraître très grande. Sur 20 ans, ça veut dire que ça va être entre, disons, environ 10%. Voilà, ça peut être au maximum 10% de dégradation sur 20 ans. Je peux toujours continuer à faire fonctionner le système solaire. Il est déjà installé, il est déjà sur place, il peut fonctionner encore pendant plus longtemps. Je le laisserai fonctionner, sauf si entre-temps, vraiment, l'efficacité des modules photovoltaïques, elle a explosé. Peut-être que je vais réfléchir à changer avec des nouveaux modules qui sont beaucoup plus performants. C'est à peu près ce que je pourrais répondre à ça. Harry, on doit vraiment clôturer, je pense, parce que ça, non, vraiment, parce que non, on a 20 minutes de retard et je pense qu'aussi il faut libérer Salem, qui a aussi Je pourrais d'autres encore faire encore une dernière question de Harry. OK, la et après, dernière on va question, clôturer. OK, il y a deux Oui. encore et après on clôture vraiment. Une Ok. dernière question, Salem, parce que ce que je constate ici à Madagascar, c'est on dirait que on adopte le One Solution Fits All. Tu vois, quand tu vois les panneaux qui sont installés, c'est les mêmes puissances. Les onduleurs installés, c'est les mêmes types. Est-ce que c'est vrai? Alors qu'ils sont installés dans divers endroits, dans diverses positions, dans divers contextes. Qu'est-ce que tu peux parler sur ça? C'est possible d'avoir les mêmes. Si c'est des bons équipements, si ce sont des bons modules et des bons onduleurs, il est possible. Mais la question principale, c'est le dimensionnement. Je dois toujours dimensionner selon mon cas spécifique. Le nombre de modules, la longueur des strings et la taille de l'onduleur, le nombre de maximum power point input dans l'onduleur. Tous ces trucs-là, ce sont des éléments qui doivent être fixés par un dimensionnement spécifique pour le site spécifique. Maintenant, les marques, je veux dire, je trouve ça un petit peu étrange parce que je ne connais pas un pays où il n'y a que le même onduleur et les mêmes modules partout. Mais peut-être qu'il y a un distributeur qui qui donne des prix pas chers. En tous les cas, la qualité des équipements doit être bonne et le dimensionnement doit être fait pour chaque site particulier. Si c'est respecté, ça ne devrait pas être un problème. Mais si c'est seulement sans faire le dimensionnement, pour chaque site particulièrement, là c'est un problème, oui. Très bien. La dernière question? Non, il y avait quelqu'un qui avait levé la main et après l'a descendu de nouveau. Moi, comme je vois que cette thématique, elle a un grand intérêt au Madagascar, ce que j'attendais en fait, et c'est aussi une thématique qui me tient particulièrement au cœur. Moi, je vous demande une petite réaction dans le chat. Est-ce que vous pensez un autre webinaire pour être intéressant sur cette thématique qui va peut-être entrer encore plus dans le détail pour le pays? Et est-ce qu'il y a un intérêt sur ça? Donc, si vous pouvez juste liker
mon commentaire là, intéressant. Donc, on a une petite réaction et on va peut-être organiser encore un autre webinaire sur cette thématique spécifique au cours de nos activités l'année prochaine. Là, s'il vous plaît, likez-le intéressant, comme ça j'ai un chiffre avec lequel je peux argumenter pour une autre séance. Très bien. Merci beaucoup, Salem. C'était une excellente présentation, encore une fois, sur une thématique très, très importante, ce qu'on a vu au cours de nos activités. Et c'est vraiment aussi, je pense, un sujet qu'on doit continuer à traiter. Et voilà, demain, on aura notre dernière séance avec un collègue de Salem et une entreprise allemande, Soliterm, qui va présenter sur la chaleur processuelle dans l'industrie. Ça va être aussi une thématique très intéressante. Là aussi, ça serait intéressant si vous pouvez nous directement, oui, si vous pouvez réagir directement sur cette thématique, si c'est quelque chose à poursuivre ou voilà, comment traiter ce sujet. Voilà, je vais vous envoyer les présentations, je vais vous envoyer l'enregistrement et je vous remercie très fortement pour la grande participation dans le chat et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Salem, Juste un Harry, dernier point de ma part. oui, Un dernier point s'il de te ma plaît. part. Je voyais encore quelqu'un qui demande sur l'habitation électrique. Je propose de poser cette question-là en détail aussi par email. Et toutes les autres questions, les autres demandes, je vais attendre le mail de Katharina ou de Harry. Je vais vous répondre au début de semaine prochaine parce que j'ai une autre formation que je dois faire encore ces jours-ci. Mais début de semaine prochaine, je vous envoie tous les documents et je peux répondre aussi à cette question-là sur l'habilitation électrique, bien que je n'ai pas très bien compris. Donc, s'il vous plaît, pour la personne qui la pose, si possible, développer un petit peu la question. Voilà. Et merci beaucoup. C'était un plaisir. Je sais qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour couvrir tous les éléments aussi. Mais en tous les cas, j'étais ravi d'avoir fait les 2 séances avec vous et je vous souhaite bonne chance pour la suite de la formation et la prochaine fois, quelque part, peut-être virtuellement ou au Madagascar, peut-être. Oui, et n'hésitez pas de nous envoyer vos questions encore et on va voir si on peut s'adresser à Salem ou on répond autrement. Merci beaucoup, bon après-midi et bonne soirée. Au revoir à tous. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir.